Bonjour, aujourd'hui nous recevons Camille Nazarian. Bonsoir. Bonsoir. Donc Camille Nazarian, le petit dernier de la politique et des municipales à Montpellier. Oui, Le petit jeune. Le Benjamin, oui. Le Benjamin. Vous êtes le plus jeune? Oui, je pense à 23 ans. Ça m'étonnerait qu'il y en ait un plus jeune. Ouais. Vous n'êtes pas le dernier à vous être présenté, mais vous êtes le plus jeune. C'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes présenté? J'ai fait ma déclaration de candidature officielle le 11 janvier, si je me souviens bien. Enfin, dans ces eaux-là. Et puis voilà, après j'ai fait ma campagne depuis lors. Et on rentre dans la dernière ligne droite. Le last run? C'est ça, le dernier sprint. Voilà, donc étudiant en fac de droit public, Master 2, Ouais. père et mère d'origine arménienne, comme le nom l'indique. Oui, exactement, le nom, la tête, tout. La tête, on ne sait pas trop. Si, bien sûr que si. Bon. Mère a grandi à Istanbul, père dans l'informatique, prof de piano, Groupama, mère commerçante dans le centre-ville. Oui, et plus récemment. Commerçante de quoi? Une petite bijouterie rue Saint-Guilhem. Voilà, faites un peu de pub. Oui, voilà. Elle s'appelle comment la boutique? Cyrilis. D'accord. C'est au 36. Très bien. Né à Montpellier, deux frères, aime la politique et dans la politique depuis 2016, donc au parti d'Asselineau, son prénom François Asselineau, 0,92% au présidentiel. Ouais. Il a frisé le 1%. Oui, c'est pas loin, c'est bête. Hein. Ça représente combien de voix, 0,92%? 330 000, quelque chose comme ça. Entre 300 000 et 350 000. À 23 ans, il s'est déjà présenté aux législatives sur la 9e de l'Hérault contre Vignal. Élection donc, qui lui a permis de se faire connaître de beaucoup de monde. Pas tant que ça, mais un petit peu. Quoi. Adjoint départemental à Montpellier pour l'UPR, l'Union populaire et républicaine. Républicaine, sans lever. Pardon? Union populaire républicaine. C'est ce que j'ai dit. Ah, vous avez mis un « et » en dessous. Ah bon, pardon. Je suis juriste, je suis tatillon. Hein. Ouais, c'est très tatillon. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Il se représente sur la liste de la rue. Ça n'a rien à voir, non? Pardon? Ça n'a rien à voir avec la rue. Ah non. Non, mais c'est une erreur dans mon, texte. Hein. Dans mon texte. Donc, loisirs, foot, MHSC. C'est pas original, hein? Bah, je ne vais pas supporter Nîmes. Je suis né à Montpellier, je supporte Montpellier. Il y a la moitié des gens à Montpellier qui supportent Marseille et l'autre moitié Paris, non? C'est leur problème. Non, je plaisante. Saxophone, depuis 5 ans. Krav Maga. J'en ai fait pendant 5 ans, mais j'ai arrêté depuis fin lycée. Aime les fringues. Bon? Bien sapé. Oui, j'aime bien l'élégance, mais après, c'est pas non plus... c'est pas ma passion non plus. Je suis informé, on m'a dit que vous aimez bien les fringues. Ouais. Ah, ça doit être mon ami à qui vous avez téléphoné. C'est vrai que je suis un petit peu coquet, mais après, je vais pas faire les soldes à chaque fois, quoi. Bon, culturel, aime l'histoire, le 19e siècle et le haut Moyen-Âge. Fan de chansons françaises. Oui, j'aime bien. Aime beaucoup Aznavour. Oui, c'est un peu le... Votre frère de sang. C'est le Zinedine Zidane de l'Arménie, quoi, disons. Oui. C'est un peu ça, c'est l'idole. Voilà. Donc, vous avez même créé un jeu de société. Pardon? Ça, c'est une très vieille histoire. En fait, avec mes amis, on aime beaucoup le risque. Et vous connaissez le risque, c'est ce petit jeu de dire avec des pions, etc. Et donc, comme j'aime beaucoup l'histoire, il y avait une version Napoléon, mais qui était une version très ancienne et qui n'était plus en vente, ou alors à un prix très cher. Du coup, je l'ai fabriqué. Vous avez fabriqué le jeu. Voilà, très bien. Donc, qualité joviale, altruiste, déterminé, défaut procrastinateur, trop réservé. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Bon, le numéro 876 de la Glorieuse, on glisse fièvre et municipal. Hein, c'est deux mots qui sont un peu dans le vent. Oui, c'est ça. Hein, on a été bon sur ce coup-là. Oui, je pense, ouais. Fièvre et municipal, et on titre une affaire de famille. C'est-à-dire qu'on revient sur tous les personnes qui sont dans la famille, dans les mêmes familles, sur les listes. Très drôle. Oui, il y a une règle comme quoi on ne peut pas avoir plus de 2 personnes qui soient ascendantes directes, enfin mère-fille par exemple, ou mère-fils, au sein du conseil municipal une fois qu'on est élu.
Mais il me semble que ça peut aider quand même pour compléter la liste, surtout pour certaines formations. Trouver 65 personnes, quand même, c'est un tour de force. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de listes qui je pense, comptent là-dessus. Ouais. Après, je connais pas la composition de toutes les listes et les relations familiales au sein de chaque liste. Mais nous, justement, on est parti en enquête là-dessus. Ouais. Et on déniche un petit peu les situations originales. C'est pas très original. Je pense pas que ce soit très original. Ah, si, c'est un peu cocasse. C'est un peu cocasse quand même. Ouais. Ensuite, on revient donc sur les jeunes en politique, idéalistes ou aventuriers. Donc, on a pris 5 jeunes, on a pris une douzaine de jeunes sur les listes. Et on raconte un petit peu leur parcours, leurs histoires, pourquoi ils s'investissent en politique. Un autre article sur Mogio, l'amiante dans le village met le feu aux poudres. Camille, est-ce que vous lisez La Mouette ? En ce moment, j'ai pas tellement le temps, je suis pas non plus le lecteur le plus assidu, mais j'y jette quand même de temps en temps un œil. Je regarde plus les vidéos que je lis le papier. Est-ce que vous regarderez votre vidéo ? Bien sûr. Comment vous informez sur la politique locale, réseaux sociaux, presse, cercle d'influence ? Moi, je suis plus réseaux sociaux, sur toutes les pages de médias locaux. Comme ça, on a un bon panorama. Bon, vous êtes fait connaître là il y a quelques jours avec une punchline dévastatrice sur Moed Altrad, et vous lui avez dit là en réunion publique, je n'ai pas attendu d'avoir 70 ans pour m'inscrire sur une liste électorale. Ah oui, c'est quand même dingue ça. Est-ce que c'était un peu de l'insolence vis-à-vis quand même du monsieur, il est intouchable. Du monsieur qui représente Montpellier, qui a réussi. Mais il représente pas Montpellier, il représente son entreprise. Après, il a très bien réussi, il faut absolument le saluer. Mais il n'est pas intouchable, il n'est pas exempt de tout reproche ou de tout défaut. S'engager en politique et se présenter aux élections municipales dans la ville dans laquelle on habitait depuis, disons, 50 ans, peut-être un petit peu plus, sans jamais avoir pris la peine de voter ou de participer à la vie politique locale, etc. Enfin, il n'était même pas inscrit sur les listes électorales, donc je trouvais ça un petit peu gros pour pas être souligné. Il vous a répondu quoi ? Il m'a pas répondu. Et quand il a pris la parole, il était sous le coup ou ça va ? Non, il a toujours la même intonation, mais... En tant que patron du rugby, il a bien... Non, il m'a pas plaqué après, non. Il vous a pas plaqué ? Non. D'accord. Bon, alors aujourd'hui, 23 ans, c'est votre heure de gloire, cette campagne. J'ai vu sur votre Facebook là, que vous étiez content là, d'être à la une de Midi Libre, d'être sur BFM. Voilà, vous exprimez votre plaisir. Oui, ça fait toujours plaisir. Vous n'aurez pas aimé être à la une du journal. Ça, c'est rigolo quand même. Enfin, pour une personne qui n'est pas habituée, ça fait toujours plaisir. Ça fait quoi d'être à la une de Midi Libre ? On est content, on le montre à la famille, etc., qui sont plus contents que nous. Mais après, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga de l'engagement politique. Ça rend heureux ? C'est rigolo, quoi, c'est tout, sans plus. Pourquoi depuis 77, la droite à Montpellier, c'est 40 ans de malheur ? Ça, je ne sais pas du tout. Je pense que c'est lié à la structure politique de la ville, qui est très ancrée à gauche. On l'a même vu au présidentiel en 2017, Jean-Luc Mélenchon il avait fait 30% à peu près au premier tour à Montpellier. Donc je pense que Montpellier est vraiment un bastion de la gauche et trop dur à prendre pour la droite. Et que vient faire dans cette galère un jeune homme de 23 ans ? Eh bien, je viens porter mon programme, déjà, puis les couleurs de mon parti. Vous avez vu mon programme, j'imagine ? Je l'ai lu dans le détail. Ah oui, dans le détail. Et vous avez cherché ma petite bête. Prouvez-moi en 3 mots que Asselineau n'est pas un homme politique ringard. Ringard ? Pourquoi ? C'est vrai qu'il a un style un petit peu à l'ancienne, mais non, en plus je l'ai rencontré quelques fois, il est venu à Montpellier. Très, très sympathique. En 3 mots. Qui n'est pas ringard. Oui. Pardon, je suis bougé à table. Frexit, c'est pas ringard. Vous auriez dû me poser cette question avant, j'aurais peut-être moins galéré. Non, il est très dynamique. Le Frexit, quand même, c'est pas trop tendance, si. Ah ben justement, c'est l'avenir. C'est la construction européenne qui est ringard. On est en train de forcer encore. On va faire entrer l'Albanie et puis la Macédoine. Et l'avenir, c'est
c'est en dehors de l'Union Européenne, le Brexit le montre très bien. Et les Français ils verront justement maintenant que le Brexit a été réalisé, contre vents et marées en Grande-Bretagne et puis ailleurs dans le monde, même en France, hein, la pression médiatique, etc. Et les Français verront qu'il y a une vie en dehors de l'Union Européenne et qu'on peut tout à fait être ouvert sur le monde sans être lié par des traités ultralibéraux, antidémocratiques, etc., antisociaux et anti-action environnementale. Le premier mot, donc, deuxième mot. Ça, c'est pas un gars. Il est très énergique, vraiment. Il n'est pas avachi sur son canapé, etc. Il est extrêmement dynamique, plein d'énergie. Et le troisième, non, je pense qu'il est assez jeune dans sa tête, je pense. Pourtant, il fait vieux, quoi. Oui, non, mais ça, c'est normal. Il a quel âge? Il a 61 ans, je crois. Il me semble, à peu près dans ces eaux-là, ouais. 60, 61, 62. D'accord. Oui, donc je disais, oui, 14 candidats aux municipales, 25 aux législatives, cela vous inspire quoi? Ça ne m'inspire rien de particulier. Pour les élections européennes, il y avait 33 ou 34 listes. Ça n'a pas empêché d'avoir une abstention particulièrement faible pour des européennes. Je pense pas que ça fasse peur aux Montpelliérains. Comparer les programmes de 14 candidats, ça a l'air... c'est largement faisable. Après, c'est vrai que c'est un record pour Montpellier, mais c'est pas tellement de... Il y a un concours de circonstances quand même assez exceptionnel. Il y a 3 listes écologistes. Moi, ça me rappelle la publicité contre l'alcoolémie au volant. Un verre, ça va, 3 verres, bonjour les dégâts. Et 3 listes de centre. C'est de l'humour, ça? Oui, c'était pas drôle. Vous êtes sévère avec ces pauvres verts. Bah écoutez, vous avez vu toute leur histoire, on l'a raconté, guerre d'ego, etc. Oui, bien sûr. Raconter. Oui, enfin, ça explique les 14 listes quand même. Moi, je pense qu'il aurait pu y avoir une seule liste verte. Enfin bon, tant pis pour eux, ça divise les voix pour eux. Après, il y a 3 candidats centristes, Altrad, qui s'est présenté apparemment un petit peu pour embêter Sorel, je pense, par rapport à l'histoire du stade de rugby qu'il n'a pas voulu lui vendre. Et puis Patrick Vignal, candidat En Marche. Enfin, tout ça, c'est un petit peu la même sphère politique. Le troisième, c'est qui? Non, je vous ai dit Altrad, Vignal et Sorel. D'accord. Ah oui, c'est des candidats du centre. Oui, voilà. D'accord. Donc on aurait pu réduire à ces 6 candidats à 2 candidats. Et à droite, il y a combien de candidats? Eh bien, il y a Larue et Roquevam. Et vous placez où alors? Alors nous, on est classé en divers par le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'on est à la fois à droite et à la fois à gauche. Dans ma liste, il y a des... Non, mais dans ma liste, c'est en même temps. C'est en même temps. Ah non, c'est l'inverse. C'est l'inverse en même temps. C'est pour faire l'anti-Macron. En gros, enfin l'inverse de Macron, mais avec, disons, la même composition politique. Il y a à la fois des communistes et des gaullistes dans ma liste. Il y a combien de candidats? Oui. Il y a combien de candidats qui sont comme vous, là? Comment ça? En dehors de la sphère politique, qui sont à droite et à gauche, dans cette case-là? Moi, j'en vois aucun. Vous êtes le seul? Non, j'en vois absolument aucun. Répétez-moi ce que vous m'avez dit, là. Dans ma liste, il y a à la fois des communistes et des gaullistes. En fait, le ministère de l'Intérieur, il nous classe en divers, parce que nous, on se concentre autour de l'objectif qui est pour nous le plus urgent, le plus fondamental, c'est à savoir récupérer notre souveraineté, notre démocratie. Parce qu'on ne conçoit pas la démocratie sans la souveraineté nationale. Si vous faites des élections, mais que les personnes que vous élisez n'ont pas de pouvoir, ils vont faire que encaisser, si vous voulez, les indemnités de leurs fonctions, et puis enregistrer des consignes qui viennent d'ailleurs, qui viennent de Bruxelles, de Francfort et de Washington pour l'OTAN. Donc c'est pas une démocratie, c'est une parodie de démocratie, c'est une démocratie de façade. Et face à ce constat qui est assez terrible, et à la réponse qui est très urgente à apporter face à ce problème, nous on a choisi de mettre de côté les sujets qui nous divisent, donc par excellence l'immigration, la dette, le nucléaire, enfin toutes ces problématiques qui divisent beaucoup. C'est un peu dans l'esprit du Conseil national de la résistance en soi, hein. Il y avait des personnes qui a priori étaient extrêmement opposées, que rien n'aurait pu rassembler. Et on a choisi justement de mettre toutes ces problématiques-là de côté pour les renvoyer à des référendums. Vous mettez toutes les problématiques de côté? Non, on met pas toutes les problématiques de côté. On dit que c'est par rapport à la perte de la démocratie en France, c'est secondaire. C'est pas... c'est important quand même, c'est extrêmement important, on ne le nie pas du tout. Mais il n'a pas de sens d'en parler
si on n'a pas le pouvoir. Alors, qu'est-ce que vous ne mettez pas de côté comme sujet? Eh bien, la Frexit. Oui, évidemment. Et quoi d'autre? Eh bien, la démocratie directe. Oui, la démocratie directe. Nous, on propose le RIC depuis 2012. Hein, c'est vraiment dans notre ADN. On n'a pas attendu les Gilets jaunes pour le proposer. On propose évidemment une défense des services publics à la française, hein, qui appartiennent à la nation, qui ne soient pas privatisés comme c'est le cas en ce moment. C'est la tendance, sous l'influence du droit de l'Union européenne et de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc les privatisations rampantes de la Poste, de la SNCF, enfin toutes les entreprises publiques de réseau vectrices d'égalité sociale. On va revenir sur Montpellier si vous voulez. Oui, bien sûr, mais c'est important d'en parler aussi. Quel est en quoi votre candidature est différente des autres à Montpellier? Eh bien, parce que je suis le seul candidat qui porte la voix justement du Frexit. Il n'y en a pas d'autres. Et les personnes qui disent que les municipales n'ont qu'un enjeu local se trompent, c'est absolument faux. Si demain il y a Philippe Sorel ou un autre candidat dans une autre ville ou candidat en marche ou apparenté qui gagne, ça sera, les médias analyseront ça comme une victoire de Macron et comme disant que les Montpelliérains ou les Français de manière générale approuvent la politique de Macron. Mais au niveau local, qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, alors nous, on a choisi de faire un programme transversal qui parle à la fois de démocratie, de sécurité, d'environnement, d'action sociale. Le volet démocratique, évidemment, qui chapeaute tout le reste des trois axes au niveau de la décision. Nous, on propose, comme au niveau national, le RIC au niveau local. On propose aussi un conseil des citoyens qui soit itinérant, qui soit à l'image, qui soit calqué sur le conseil municipal, mais au lieu d'aller devant les élus, le maire irait devant les citoyens de manière régulière et dans tous les quartiers pour qu'il aille vraiment voir tout le monde. Donc on propose aussi une assemblée de l'écologie qui soit composée de citoyens lambda, des élus, des associations, des professionnels pour mettre en œuvre la transition écologique dont Montpellier a besoin, parce que c'est une problématique extrêmement urgente et il n'est pas concevable de le faire sans les personnes concernées. Donc ça c'est pour le volet démocratique. Après, si vous voulez que je déroule le programme... Non, bon, on va s'arrêter là, alors on le regardera. Il est sur Internet, je suppose. Oui, il est sur Internet, sur mon Facebook. S'il y a 25 points, voire plus, on en a pour oui, bien sûr. Donc voilà, quel est votre budget de campagne? Le compte de campagne, il doit tabler autour de 800 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas énorme. 800 €. 800 € à peu près, ouais. D'accord. Ouais, pour financer des tracts, des affiches, et puis voilà, il n'y a pas besoin de plus. Hein. On va pas louer de local de campagne ou faire des écharpes avec nos couleurs, etc. Pas de local de campagne, pas d'écharpes. Pas d'écharpes, tout simplement. Vous avez fait un petit bouquin? On a nos convictions. Un petit bouquin avec votre tête? Non, pas du tout. On n'a pas rempli 50 pages de vide, on ne s'est pas donné cette peine. Donc on est allé à l'essentiel, les tracts, les affiches. Quel jugement portez-vous sur le bilan de Philippe Sorel? Écoutez, comme candidat à sa succession, j'ai livré un constat assez critique. La ville elle s'est construite sans les Montpelliérains, enfin pendant 6 ans, sans les Montpelliérains, notamment sur les grands projets, sur la gare, etc., sur le stade de foot, sur les projets structurants les plus importants. Les Montpelliérains ils sont pas consultés pour. Il fait des réunions publiques comme il se targue pour planter 3000 cocouilliers, mais sur les projets les plus structurants, les Montpelliérains ils sont totalement oubliés. En termes de mobilité, il n'y a absolument rien qui a été fait. En termes de sécurité, ça a été pire qu'avant son mandat. Donc le constat est extrêmement sévère. Est-ce qu'on peut dire qu'on vit la fin du fraîchisme? Il y a quand même 4 adjoints de Fraiche qui dirigent des listes aujourd'hui. Et de nombreux héritiers autoproclamés. Le fraîchisme, je ne sais pas tellement comment le déterminer. Je pense qu'il n'y a que Fraiche qui peut incarner réellement le fraîchisme. Les autres, ce sont des personnes qui, à mon avis, s'accaparent leur héritage sans en avoir les épaules. Mais après, qui est vraiment le successeur de Fraiche, je pense qu'il n'y en a aucun en réalité.
Bon, il y a deux partis là dont on a évoqué tout à l'heure le nom, qui ont fait une opération sévère de démolition interne. Il y a eu les Verts, et il y a eu, en début de semaine, le Rassemblement National. Oui, j'ai vu ça, oui. Quel est votre regard là-dessus ? Moi, je reste assez distant. Tout ça, ce sont des histoires qui me regardent absolument pas. Je pense quand même que ça a été mal géré. Ça aurait pu être mieux. Cette campagne aurait pu être mieux appréhendée. Mais je m'en fiche un petit peu pour tout vous dire. C'est pas mes histoires. Bon, donc pour résumer, vous êtes ni de droite ni de gauche. À la fois de droite et de gauche. À la fois de droite et de gauche, excusez-moi. Est-ce qu'on peut dire que la droite française, comme la gauche, a-t-elle un avenir ou doit-elle devenir le supplétif des nationaux ou des libéraux ? Moi, je pense que la summa divisio politique actuelle, c'est entre les libéraux qui nient les nations, qui sont pour un cadre supranational et la libéralisation de l'économie, et les personnes qui sont pour, disons, une économie régulée, sociale, dans l'intérêt de tous, du bien commun, et qui soient patriotes aussi. Qui ne nient pas les identités, les spécificités, etc., et qui soient ancrés. Est-ce que la droite et la gauche bobo n'a pas raté le virage avec le peuple ? Je pense que si, figurez-vous. Il y a une certaine distanciation qui se ressent aussi au niveau électoral. Le Parti socialiste, il est en train de dégringoler, l'UMP aussi. Donc je pense que le peuple se détourne de ces partis qui nous ont d'ailleurs particulièrement malmenés sous la coupe aussi de l'Union européenne et des politiques qui découlent des traités, des directives, des règlements, etc. Donc je pense qu'il y a un certain décalage entre les aspirations du peuple français qu'on voit aujourd'hui, d'ailleurs à travers les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, et les partis politiques traditionnels. On va terminer par la question chapeau, si vous voulez bien. Donc vous allez me la lire et je vais la compléter parce que... Pourriez-vous faire alliance avec Olaf au second tour ? Ou avec la rue ? Pourquoi ces deux candidats ? Ou avec un autre ? Déjà avec ces deux, je ne pense pas du tout. Pour moi, ce sont des libéraux, ils sont extrêmement clivants. Les Français, ils ne seront jamais rassemblés autour d'eux. Et après, pour un autre candidat, je ne pense pas. De toute façon, je ne prendrai pas ces décisions tout seul. Je la prendrai avec les adhérents et les colistiers. Mais pour l'instant, la question ne se pose pas. Vous êtes plutôt de droite ou plutôt de gauche ? Je vous ai déjà répondu. Pour vous livrer quand même une réponse, sur les questions économiques, je reste plutôt à gauche. Je suis très attaché au service public et à une économie libéralisée. Et après, sur les questions morales, plutôt de droite, mais en restant tout de même humaniste. D'accord. Ah, ça va être compliqué alors. Pourquoi ? Moi, je suis très bien. Non, mais pour une association. Une association ? Oui. Comment ça ? Par exemple... Ah, d'accord, pour un second tour. Un second tour, oui. Par exemple, aux élections nationales présidentielles, il avait une consigne. Non, il n'avait pas donné de consigne, et puis moi je n'aime pas tellement le concept de consigne. Je respecte l'intelligence des Français et puis la liberté de conscience de chacun. En plus, il n'y a aucune garantie que les citoyens votent pour la consigne qui a été donnée. Donc non seulement c'est assez insultant pour son intelligence, et c'est inutile. Très bien. Bon, sur ces belles paroles de sagesse, on va se quitter. Ça marche. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée.